Cette conférence va maintenant être enregistrée. Il y a aussi encore une session questions-réponses à laquelle vous pouvez prendre la parole. La session sera enregistrée et publiée après sur le site web du Rabat et on va bien sûr aussi vous envoyer toutes les coordonnées de Brucefo si vous avez encore des questions par après. Comme ça, vous pouvez les contacter directement. De workshop is ook tweetalig, dus als u wil mag u de vragen in het Nederlands stellen, dat is geen enkel probleem. Maar Jurgen gaat de presentatie in het Frans geven. Maar dus aarzel zeker niet als u vragen wil stellen in het Nederlands, die zullen ook in het Nederlands beantwoord worden. Voilà. Alors, je vais prendre 2 minutes de présenter le Rabat pour ceux qui ne connaissent pas encore le Rabat. Le Rabat, c'est le réseau des acteurs bruxellois pour l'alimentation durable. On a une ASBL bruxellois avec presque 100 membres, tous des organisations, des entreprises, des ASBL, actifs dans le domaine d'alimentation durable. Et on organise régulièrement des workshops, le dernier temps souvent en ligne, en général c'est souvent en présentiel, à laquelle on discute des thématiques qui touchent à nos membres et plus large à toutes les organisations actives dans le domaine de l'alimentation. On a eu déjà des webinaires sur les outils de communication, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, réduire les emballages, trouver des fournisseurs durables. Et donc, tous ces webinaires se trouvent sur le site du Rabat qui est www.rabat.be. À part l'organisation de ce workshop, on a aussi un newsletter qui est envoyé une fois tous les 2 semaines. Et on a régulièrement aussi des réunions en interne pour nos membres pour discuter des éventuelles solutions au niveau de la région bruxelloise. Finalement, on a un helpdesk qui est ouvert à tout le monde, à laquelle vous pouvez poser toutes vos questions en lien avec l'alimentation durable. À ce moment, on va soit répondre à la question nous-mêmes, soit vous renvoyer vers un de nos membres qui a une plus grande expertise dans le domaine. Ça, c'est pour une toute petite présentation du Rabat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter après pour poser vos questions. Et pour le moment, je vais laisser la parole à Jurgen de Nijs de Brucefo pour ce workshop sur la date limite de consommation et l'étiquetage. Il est un beaucoup plus grand expert que moi, donc je vais rien dire de plus et je vais juste passer la parole à Jurgen. Merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Donc, comme déjà introduit, je m'appelle Jurgen de Nijs. Je suis le directeur de Brucefo, Brussels Center for Food Expertises. Comme je suis néerlandophone, sans doute que je ferai des erreurs, donc veuillez me pardonner mes erreurs. Si jamais vous avez constaté des erreurs dans la présentation point de vue contenu, je vous invite de nous faire part vos remarques via mail par après, comme ça on peut améliorer notre présentation, surtout comment on va envoyer la présentation par après aux participants, comme ça on peut déjà enlever les erreurs qui s'y retrouvent. Voor de Nederlandstaligen, ik zal inderdaad de PowerPoint of de presentatie in het Frans doen, gewoon omdat dat iets eenvoudiger is in plaats van te wisselen tussen de 2 talen iedere keer. Maar daar zal dus niet om onze vragen in het Nederlands te stellen. Ik heb hier ook een Nederlandstalige collega die mee de chat zal beantwoorden. Point de vue question, on va essayer d'inclure les questions générales dans le webinaire. Donc, je vous invite de les poser par chat et inclure votre adresse mail peut-être. Quand la question est trop spécifique ou si on ne sait pas répondre à la minute, on va vous envoyer la réponse par mail par après le webinaire. Donc, la question sera en tout cas répondue. Si ce n'est pas à la minute, ça sera dans les jours suivants. Je vais peut-être commencer avec une petite introduction sur Brucefo. Puis, je vais parcourir avec vous les obligations ou la législation sur l'étiquetage. Et la dernière partie de ma présentation sera sur la DLC,
ou comment déterminer la date limite de consommation pour votre produit. Donc, j'ai essayé d'un peu réduire ou quand même faire une petite compte rendu de la législation qui n'est pas très facile à comprendre. Donc, peut-être que ça ira trop loin pour certains d'entre vous, pour les autres pas assez loin, mais donc n'hésitez pas par après de nous contacter. Donc, Bruxelles est un service public, donc nous faisons partie de Bruxelles Économie et Emploi, qui est une des 5 administrations du service public régional de Bruxelles. Donc, on est vraiment un service public et on est là au service du secteur alimentaire bruxellois. Donc, c'est vraiment le but de soutenir l'industrie alimentaire et on ne fait pas d'inspection. Donc, ce n'est pas comme l'AFSCA où on vient inspecter et vous donner des amendes. Non, on est vraiment là pour vous soutenir. On essaie de faire ça via analyse et avec des conseils ou un accompagnement personnalisé. Et comme j'ai mis dans le slide, donc on est situé à Anderlecht, donc le boulevard industriel 200, et on est accrédité depuis 2004. Donc, ça veut dire que certaines de nos analyses sont effectuées sous accréditation, ce qui est une sorte de garantie de qualité des analyses. Donc, on fait toutes sortes d'analyses. En gros, on peut dire qu'on fait des analyses chimiques, des analyses microbiologiques sur tout type de produits. Ça sera trop long de parcourir toutes les analyses, mais donc on fait pas mal de types d'analyses pour vous. Donc en gros, microbiologie, ça peut être la qualité microbiologique ponctuelle d'un produit alimentaire, ça peut être une détermination de la date limite de consommation, ou voir pour la potabilité de l'eau, point de vue microbiologique, mais aussi bien chimique. Point de vue analyse chimique, on détermine la valeur nutritionnelle par analyse. On peut analyser des allergènes, des contaminants, des autres analyses chimiques et on peut aussi tester vos produits vis-à-vis une législation ou un cahier de charge si nécessaire. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec les clients? Donc, c'est vraiment écouter le client et votre projet. On va voir si on peut proposer une série d'analyses si nécessaire et voir quelles analyses sont vraiment nécessaires et lesquelles ne sont pas toujours nécessaires. On effectue les analyses, on va interpréter avec vous les résultats et si nécessaire, on peut discuter avec vous sur base des résultats des points d'amélioration qui peut améliorer votre produit si nécessaire ou possible et tout s'est fait sur mesure. C'est pourquoi qu'on n'a pas des offres de prix fixes qu'on peut vous envoyer comme ça. Non, c'est vraiment sur mesure des clients. Donc, il y a pas mal d'entre vous, je crois, qui veulent mettre quelque chose sur le marché, qui veulent produire un produit alimentaire. Il y a quand même certaines étapes à suivre avant de pouvoir mettre quelque chose sur le marché. J'ai essayé de faire un petit schéma ou une petite liste plus ou moins logique de suivre avant de pouvoir vendre quelque chose. Donc, d'abord, il y a l'administration qui doit être en ordre, donc numéro TVA, business plan et un plan business et tout ça. Il y a des moyens de subventions. Je vais encore toucher un tout petit mot après la présentation. Il faut être en ordre avec les exigences AFSCA, HACCP. Et là, j'ai vu que les collègues de Brufotech sont présents pendant le webinaire. Donc, eux, ils sont spécialistes dans tout ce qui est HACCP et AFSCA. Puis, il est temps de mettre en ordre votre recette. Donc, vraiment être sûr de la recette et de l'améliorer. On doit veiller la qualité microbiologique ou tester la qualité microbiologique. L'étiquette doit être en ordre. Peut-être que pour certains produits, il y a encore une législation spécifique. Et puis, finalement, on peut le mettre sur le marché. Donc, en gros, ce sont les étapes à suivre avant de pouvoir commencer la vente d'un produit. Quand je parle d'une qualité microbiologique, donc ça veut dire que est-ce que le produit est propre à la consommation? Il ne faut pas faire des contrôles périodiques qui cadrent souvent dans le HACCP, donc Hazard Analysis Critical Control Points. Et
il y a aussi des critères belges et ou européens ou même régional point de vue microbiologique à suivre. Puis je passe à l'étiquette. En 2011, il y a eu un nouveau règlement, le 1169, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. En bref, on peut dire le FIC, Food Information to Consumers. Un texte assez long. Vous pouvez le retrouver par taper dans Google 1169/2011. Et là, vous auriez la législation dans votre propre langue. Vous pouvez choisir laquelle. Et maintenant, on va parcourir ensemble la législation. J'essaie d'être dans la pratique de la législation. Donc, j'ai essayé de traduire un peu le texte dans la pratique pour vous. Donc, en gros, il y a 12 mentions obligatoires sur une étiquette. On va toucher chaque mention plus tard. Donc, pour moi, article 9 dans la législation, c'est peut-être l'article le plus important ou la sommaire de la législation. Donc, il s'agit de la dénomination de l'aliment, la liste des ingrédients, les allergènes, quantité de certains ingrédients, la quantité nette, la date durabilité minimale ou date limite de consommation, donc DDM ou DLC, les prescriptions spéciales de conservation ou conditions d'utilisation, le nom ou dénomination commerciale et adresse de l'exploitant, pays d'origine ou lieu de provenance, consigne d'utilisation si nécessaire, la teneur en alcool si ça dépasse le 1,2% en volume, et last but not least, la mention de la valeur nutritionnelle. En général, il y a quand même quelques grandes exigences sur l'étiquette. Donc, l'étiquette doit être mise sur un lieu visible de votre emballage. Ça doit être un texte lisible. Il y a même des prescriptions sur la taille du texte. Donc, quand la surface la plus large de votre emballage est plus large que 80 cm², la taille de X, par exemple, ici, donc le X ou le E, ça doit être au moins 1,2 mm. Si la surface la plus large de votre emballage est inférieure à 80 cm², la taille de votre lettre ici, par exemple le X, doit être au moins 0,9 mm. Et ça doit être mis dans une langue facilement compréhensible pour les consommateurs. Donc, en pratique, ça doit être dans la langue du région où vous vendez votre produit. Donc, en Belgique, par exemple, c'est au moins néerlandais, français. Et si on peut vraiment suivre les petites lettres du loi ou vraiment de loi, l'allemand peut être intéressant aussi, même c'est qu'une groupe très spécifique ou réduite en Belgique. Donc, il y a quelques exceptions, en gros, des 12 mentions obligatoires. Je les ai citées ici. Donc, par exemple, les denrées alimentaires qui sont non préemballées, parce qu'ici, on parle surtout des produits alimentaires préemballés. Donc, pour les denrées alimentaires non préemballées, c'est que les allergènes qu'il faut mettre à disposition des clients, donc à la demande ou même visiblement pendant la vente. Quand il s'agit de la vente à distance, donc par exemple via l'Internet, un web shop, on doit mettre déjà tout disponible pour les clients point de vue information, sauf la date limite de consommation, la date durée minimale et ou numéro de lot, parce que ça change lot par lot. Et donc, toutes les autres informations doivent être disponibles au moment de la vente à distance. Les distributeurs automatiques sont une exception là. Là, il ne faut pas mettre des mentions obligatoires avant la vente, donc il ne faut pas le coller quelque part sur le distributeur automatique
Comme ça, c'est un peu infaisable de le faire pour tous les produits qui se trouvent dedans. Les bouteilles en verre qui ne portent pas une étiquette, elles doivent porter au moins le nom du produit, des allergènes, la date limite de consommation, date durée minimale, la quantité de votre produit et la valeur nutritionnelle. Puis, on a les emballages avec une surface inférieure à 10 cm². Là, il faut mettre que le nom des allergènes, DLC, DDM et la quantité. Et il faut pouvoir communiquer les ingrédients sur demande de votre consommateur ou les communiquer avec un autre moyen. Par exemple, attacher un petit flyer ou une étiquette sur votre emballage. Et puis, les boissons qui contiennent plus que 1,2% d'alcool en volume, là, il faut mettre toutes les mentions obligatoires, sauf les ingrédients et la valeur nutritionnelle. On va avoir encore des autres exceptions plus tard dans la présentation. Donc maintenant, on va parcourir les mentions obligatoires avec un tout petit peu d'explications supplémentaires. Et s'il y a quelque part des exceptions ou des cas spéciaux, on va les toucher aussi. Et donc, la dénomination, on doit ou bien utiliser la dénomination légale si c'est disponible. S'il n'y a pas de dénomination légale, il faut utiliser le nom usuel. Et même si les deux sont absents, on doit essayer de trouver quand même un nom descriptif. Comme ça, pour le consommateur, c'est clair ce qu'il achète. Donc, toute la législation cadre dans le sens qu'on doit essayer de fournir toutes les communications au client ou toutes les informations au client pour que le client puisse faire un choix un choix qualitatif de son achat. Donc, il faut essayer de vraiment fournir toutes les informations possibles au client et de ne pas cacher des infos. Deuxièmement, ce qui est obligatoire dans la plupart des cas, c'est la liste des ingrédients. Donc, ici, vous avez deux exemples. Donc, ce qui est important est qu'il faut mettre la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant. Donc, l'ingrédient qui est présent dans la plus large quantité pendant la production, il faut le mettre premièrement dans la liste. Et donc, dernièrement dans la liste, vous trouverez l'ingrédient le moins présent dans le produit. Ce qui est également important, il faut noter les allergènes en gras police clair. Et donc, quand un allergène fait partie des ingrédients, il faut les mettre dans la liste des ingrédients comme ingrédients, mais il faut les mettre en gras, en couleur, souligné, pour que ça sorte vraiment de la liste. Pour certains produits, ce n'est pas obligatoire de mettre la liste des ingrédients. Donc, j'ai ici mis la liste, quand même une partie déjà de la liste. Donc, les fruits et les légumes frais, des eaux gazifiées, des vinaigres de fermentation, des fromages, beurre, lait et crème fermentée, les produits qui comportent qu'un seul ingrédient et où la dénomination de votre produit est l'ingrédient principal. Entre-temps, je vois deux questions que Kevin me met ici. Donc, pour les alcools supérieurs à 1,2%, est-ce que la liste des ingrédients est interdite ou simplement non obligatoire? Non, c'est non obligatoire. Donc, on peut toujours le mettre. Le plus d'infos qu'on met, le mieux, je trouve toujours. Mais donc, c'est pas obligatoire. C'est juste pas obligatoire. Et oui, on n'est pas obligé d'avoir une étiquette sur les bouteilles en verre préemballé. Ça veut dire des bouteilles qui sont destinées à être réutilisées, donc où c'est pas possible de mettre une étiquette en papier. La liste continue de l'omission des constituants ou la liste des ingrédients.
Donc, s'il s'agit de constituants temporairement soustraits et puis de nouveau réincorporés, par exemple, si on va un peu déhydrater avant avant le processus et puis on ajoute de nouveau l'eau, il ne faut pas le mettre comme ingrédient, comme on a d'abord soustrait et puis réincorporé dans les mêmes quantités. Les additifs et les enzymes alimentaires, il ne faut pas les mentionner si les additifs et les enzymes sont présents dans les ingrédients utilisés pour produire votre produit et si c'est utilisé comme des auxiliaires technologiques. Des supports, on peut les doser, on peut les ajouter en dose strictement nécessaire et on ne doit pas le mentionner dans la liste des ingrédients. L'eau, on doit non plus mentionner si c'est utilisé pour la reconstitution de votre produit. Par exemple, si on utilise un purée ou un extrait de fruits et puis on ajoute de nouveau de l'eau pour avoir une sorte de jus de fruits pour mettre comme ingrédient dans votre produit, alors il ne faut pas nécessairement le mentionner. Désolé, je vais trop vite dans la présentation. Et la liquide couverture qui n'est normalement pas consommée. Donc, dès que le but est de le consommer, il faut le mentionner comme ingrédient. Si c'est vraiment une couverture qu'on ne consomme pas, il ne faut pas le mentionner dans la liste des ingrédients. Puis les allergènes, c'est l'annexe 2 de cette législation. C'est quand même un thème assez spécifique et quand même difficile aussi. Il y en a 14, donc l'Europe considère 14 produits ou ingrédients comme allergènes. Donc, il s'agit des graines de sésame, des œufs, des noix, des cacahuètes, des gluten, des crustacés, le lupin, soja, dioxyde de soufre, céleri, le lait, moutarde, mollusques et le poisson. Donc, si c'est utilisé comme un ingrédient, par exemple le lait, il faut le mentionner dans la liste des ingrédients, comme je viens de vous dire, donc en gras, coloré, souligné. Par contre, si ce n'est pas repris comme un ingrédient dans votre produit, mais il y a un risque d'être présent dans votre produit parce que dans votre atelier, vous avez une recette avec des œufs, mais l'ingrédient que vous utilisez ou la recette que vous faites aujourd'hui ne contient pas d'œufs, mais peut contenir des traces d'œufs, des autres recettes qui ont été produites dans le même atelier. Il faut le mentionner, contient ou peut contenir traces d'œufs. Et en gros, c'est toujours mieux de faire une sorte d'analyse de risque point de vue allergène parce qu'on peut non plus dire peut contenir traces de et puis citer les 14 allergènes, c'est pas permis non plus. Et donc, on peut voir quel est le risque, qu'est-ce que j'utilise dans mon atelier et qu'est-ce qui est vraiment un risque pour mon produit pour contenir des traces des allergènes via une contamination croisée. Voilà, donc de nouveau, non, ça c'est déjà le suivant. Donc, parfois, c'est obligatoire de mettre la quantité de certains ingrédients dans votre liste des ingrédients. Par exemple, quand l'ingrédient figure dans la dénomination de la denrée alimentaire. Si on dit par exemple pâte à tartiner de cacahuètes, je dis quelque chose, ben, c'est clair qu'il faut mettre la teneur en cacahuètes dans la liste des ingrédients. Si vous mettez par exemple sur votre étiquette une image de fraises, alors il faut mettre dans votre liste des ingrédients la quantité de fraises que vous utilisez dans votre ingrédient. Sinon, vous pouvez mettre une image des fraises fraîches sur votre étiquette et pas utiliser des fraises. Ben, ça donne quand même une mauvaise information au consommateur pour pouvoir faire le choix pour l'achat de votre produit. Et dernièrement, il faut aussi mentionner la quantité des ingrédients. Si c'est essentiel pour caractériser des denrées alimentaires, je crois que par exemple pour le chocolat, pour pouvoir dire que c'est chocolat pur ou chocolat au lait, il y a quand même des critères avec le cacao qui a été utilisé.
Maintenant, on passe à la quantité nette de votre produit en soi. Donc, on ne parle plus des ingrédients, mais vraiment la quantité nette de votre produit. Donc, on peut utiliser la quantité nette en litres, centilitres, millilitres, kilogrammes ou grammes. Je fais référence à un arrêté royal du 28 décembre 1979 qui décrit comment mentionner la quantité nette. Et là, c'est quand même important qu'on peut utiliser le signe E, qui n'est pas le E de votre clavier, de votre ordinateur normal. C'est vraiment une typographie spécifique. Donc, si vous voulez l'utiliser, il faut voir avec votre graphiste d'utiliser le E comme mentionné dans l'arrêté royal. Qu'est-ce que ça veut dire, le symbole E? Donc, quand on met la quantité nette, on a le choix de mettre ou bien la quantité nette exacte. Donc, alors, il faut peser à chaque fois votre produit avant de l'emballer ou après emballage et le mettre sur l'emballage. Bien, on utilise le signe E. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on a un emballage de 500 grammes, que chaque emballage se trouve entre 500 grammes plus ou moins la tolérance. Pour 500 grammes, la tolérance, par exemple, est de 15 grammes. Donc, ça veut dire que chaque emballage de votre produit doit peser entre, ou la quantité nette doit être entre le 485 grammes et les 515 grammes. Et en plus, la quantité nette moyenne de 20 emballages doit être au moins la quantité nette mentionnée. Donc, si on prend alors 20 emballages d'un produit qui contient 500 grammes net, d'un produit, la moyenne des 20 emballages doit être au moins 500 grammes. Donc, ça, c'est la signification du symbole E. Donc, plus d'infos, il y a dans l'arrêté royal de 28 décembre 1979. Mais peut-être qu'on va joindre cet arrêté au mail qu'on va envoyer avec le PowerPoint après le webinaire. Puis, ce qui est obligatoire de mentionner, c'est le DDM, donc date de durabilité minimale, le DLC, date limite consommation ou la date de congélation. Donc, en général, la date de durabilité minimale, c'est utilisé pour des produits stables. Donc, des produits qu'on peut conserver quand même au moins quelques mois ou parfois quelques années. Donc, comment on va le mentionner? Donc, ou bien on met à consommer de préférence avant le. Si on doit mettre une indication avec le jour, si c'est un DDM un peu plus long, on peut mettre à consommer de préférence avant fin et puis mois plus année ou année. Donc, on met par suite ou bien la date, ou bien on dit voir et la référence à l'endroit où se trouve la date. Et comment on peut mettre la date? Donc, quand la date durabilité minimale est inférieure à 3 mois, il suffit de mettre le jour plus le mois. Dès que la DDM est entre 3 mois et 18 mois, on peut mettre que le mois plus l'année. Et dès qu'on dépasse les 18 mois, on peut mettre que l'année. Donc, ça veut dire qu'on mettra pour les deux derniers exemples à consommer de préférence avant fin mois plus année ou avant fin année. Et donc, le premier cas où on met jour plus mois, c'est à consommer de préférence avant le et puis la date. Donc, pour certains produits, ce n'est pas requis de reprendre le DDM ou DLC. Non, on parle encore juste de DDM, pardon. Donc, par exemple, les fruits et légumes frais, des vins et des produits qui semblent le vin. Entre-temps, je vois la question, est-ce qu'on peut écrire juste la DDM devant la DDM? Non, il faut vraiment mentionner, donc, à consommer de préférence avant le ou à consommer de préférence avant fin. Donc, ça, c'est vraiment décrit dans l'annexe de la législation.
Pour les boissons titrant 10% ou plus en volume alcool, il faut non plus mettre la DDM. Les produits de boulangerie et pâtisserie qui sont destinés à être consommés dans les 24 heures, il faut rien mettre. Les vinaigres, sel de cuisine, des sucres solides, il ne faut pas mettre de DDM. Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucre aromatisé ou coloré. Et des gommes à mâcher non plus, il faut mettre la DDM. Maintenant, on parle de la DLC, date limite de consommation. C'est pour des produits très périssables, donc où il y a une grande risque où les germes vont se développer. Donc là, on va mettre à consommer jusqu'au, parce que ce n'est pas recommandé de le consommer après cette date-là. Donc, on va accompagner à consommer jusqu'au, soit avec la date, soit de nouveau une référence à l'endroit où se trouve la date. Et si nécessaire, ici c'est presque toujours nécessaire, la description des conditions de conservation, donc par exemple conserver dans le frigo, il faut le mettre également. Donc la date se compose en général du jour plus le mois et parfois aussi l'année. Donc ça dépend des cas, ça c'est à voir. Et ça doit se retrouver sur chaque portion individuelle préemballée. Pour certains produits, il faut également mettre la date de congélation. Ici, on parle de viandes, des préparations congelées et produits non transformés de la pêche congelée. Donc, on parle que des viandes et donc produits non transformés de la pêche. Là, on doit mettre la phrase produit congelé le, et puis de nouveau, ou bien la date, ou bien une référence où on peut retrouver la date. Et là, il faut mettre jour plus mois plus l'année, ce qui est logique comme ce sont des produits qui sont conservés en général plus long qu'un mois ou plusieurs mois. Donc, si il y a des conditions de conservation ou des conditions d'utilisation et mode d'emploi, il faut le mentionner sur l'emballage. Donc, conditions de conservation, en tout cas avec le DLC, parfois avec le DDM également. Conditions d'utilisation ou mode d'emploi, ça dépend du type de produit, si c'est vraiment nécessaire avant de pouvoir consommer le produit convenablement ou comme il faut. OK. Donc, la date, la DDM, donc j'ai une question ici de quelqu'un. Donc, la DDM renseigne la date après laquelle la consommation est dangereuse ou la date à partir de laquelle il y a un risque de perte de propriété. Donc, comme on voit même dans les mots qu'on doit utiliser, donc c'est à consommer de préférence avant le ou à consommer de préférence avant fin. Donc, c'est la date jusqu'à laquelle le producteur, donc vous, assurez la qualité d'un côté microbiologique, de l'autre côté organoleptique de votre produit. Et donc, en général, c'est plutôt risque de perte de propriété, point de vue organoleptique, et moins fréquent que ça sera dangereux, point de vue microbiologique. Voilà. Également obligatoire sur votre étiquette sont vos données. Donc, le consommateur doit pouvoir vous contacter s'il y a un souci ou une question. Donc, il faut mettre le nom ou raison sociale plus l'adresse. C'est qui l'exploitant responsable pour les informations? Donc, c'est l'exploitation sous le nom ou raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou l'importeur sur le marché de l'Union européenne si le produit a été produit hors l'Europe. Donc, ce n'est pas nécessairement le producteur qu'on doit mettre sur l'étiquette. Je pense par exemple aux marques des supermarchés. Là non plus, on va trouver les données du producteur même, mais c'est vraiment l'exploitant responsable
ou qui met ces données sur l'étiquette. Dans certains cas, c'est obligatoire de mettre le pays d'origine ou lieu de provenance sur l'étiquette. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Si vous estimez que vous êtes dans la situation où vous devez le mettre, vous pouvez toujours nous contacter et puis on peut voir ensemble à l'aise si c'est bien le cas. Mais donc, en gros, il faut le mettre si le produit bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée, si le consommateur est induit en erreur par la non-mention. Donc, si par exemple, si on ne met pas le pays d'origine, il y a un risque que le consommateur a des fausses informations pour pouvoir faire son choix. En cas de viande, donc là, il y a l'annexe 11 qui décrit dans quel cas il faut le mettre. Et si le pays d'origine n'est pas le même que le pays d'origine de l'ingrédient principal, il faut le mentionner séparément. Voilà. Puis, pour certains quand même sujets intéressants, le titre alcoométrique, il faut le mettre donc en pourcentage d'alcool en volume. Donc, ça veut dire combien de millilitres d'alcool sont présents dans 100 millilitres de votre produit. Donc, ça veut dire, par exemple, si on prend un vin où il y a mentionné 14% d'alcool, ça veut dire que sur 100 millilitres de produit, il y a 14 millilitres d'éthanol dans le produit. Donc, ça veut dire 14% d'alcool en volume. Dès que votre boisson contient plus que 1,2% d'alcool en volume, il faut mentionner le titre alcoométrique sur l'étiquette. Donc, maintenant, on passe au dernier point qui est parfois obligatoire. Donc, la dernière mention qui est parfois obligatoire, c'est la déclaration nutritionnelle. Donc, c'est le petit tableau avec la valeur nutritionnelle que vous pouvez retrouver sur l'étiquette parfois. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Si c'est obligatoire de le mettre, il faut mettre au minimum donc la valeur énergétique. Donc, ça veut dire la valeur en kilocal et en kilojoules, la teneur en graisse et la teneur en acides gras saturés, la teneur en glucides, dont la teneur en sucre, parce que les sucres font partie des glucides, la teneur en protéines, et puis la teneur en sel, donc sel provenant du sodium. C'est aussi permis de mettre des mentions supplémentaires, donc la teneur en acides gras mono et polyinsaturés, les polyols et l'amidon, les fibres alimentaires, les vitamines et les sels minéraux. Il faut toujours le mentionner en 100 par 100 grammes ou par 100 ml, mais c'est aussi permis de le mettre également par portion. Et obligatoirement, il faut le mettre au moins par 100 grammes ou par 100 ml. Donc, c'est permis d'également mettre par portion, mais c'est à côté le par 100 grammes. Entre-temps, je vois encore deux autres questions. Donc, l'adresse doit être celle du siège ou ça peut être le lieu de production. C'est dans la législation, on parle du siège. Donc, c'est important d'avoir quand même le contact pour juste contacter le producteur. Donc, c'est le siège de l'exploitant. Et l'autre, je vais voir tout à l'heure, ou bien Kevin va déjà voir pour prévoir une réponse. Donc, on continue dans la déclaration nutritionnelle. Donc, il y a trois approches qui sont permises. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire de faire la valeur nutritionnelle par analyse. Donc, ou bien on le fait, le calcul effectué à partir des données généralement établies et acceptées. Donc, par exemple, là, on peut utiliser internubel.be, ce qui est une grande base de données des produits. Ou bien, on peut faire le calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives des ingrédients. Et donc, si on sait que ingrédient par ingrédient, quelle est la valeur nutritionnelle, on peut faire le calcul en regardant combien de chaque ingrédient a été utilisé dans le produit final.
ou bien on le fait par analyse, par exemple dans notre labo. Quand il s'agit des produits assez simples, c'est bien faisable de le faire par calcul et je vous recommande de le faire par calcul parce que ça ne va pas vous coûter très cher ou ça va coûter rien. Dès que ce sont des produits un peu plus transformés, je vais dire, donc surtout quand on va chauffer et ajouter plusieurs produits, mélanger, chauffer, refroidir, on a déjà constaté qu'il y a quand même une grande différence entre les valeurs par analyse ou les valeurs qu'on a eues par calcul. Donc, c'est un peu à voir quel est le type de produit, s'il faut le faire via analyse ou pas. Donc, si on le fait chez nous, donc via analyse, on va faire des analyses pour déterminer la teneur en graisse et acides gras, teneur en sucre, les protéines, le sel, les fibres alimentaires, les vitamines et les minéraux. Il y a deux mentions qu'on va établir par calcul sur base des analyses. Donc, c'est la valeur énergétique, parce que pour la valeur énergétique, on a besoin de la teneur en graisse, la teneur en glucides et la teneur en protéines, et la teneur en fibres et si c'est le cas aussi en alcool. Et puis, on va calculer la valeur énergétique sur base de cette teneur-là. Et la teneur en glucides, c'est un calcul qu'on fait par différence. Donc, ça veut dire qu'on va prendre 100 et on va soustraire la teneur en humidité, la teneur en cendre, ce sont les minéraux totaux, les protéines, les graisses et les fibres alimentaires. Et là, on a la teneur en glucides. Donc, la plupart, c'est par analyse, et les deux, c'est calcul sur base des analyses. Donc, et à votre droite, vous voyez un tableau qui peut être le résultat de nos analyses qui sera envoyé avec votre rapport. Comme ça, vous voyez clairement ce que vous pouvez mettre sur votre étiquette. Donc, c'est dans l'ordre obligatoire qui est mentionné dans la législation de l'étiquetage. Il y a quand même pas mal d'exceptions pour mettre la déclaration nutritionnelle. Donc, en gros, les denrées alimentaires non préemballées, l'emballage avec une surface la plus grande inférieure à 25 cm² et les boissons avec plus que 1,2% d'alcool en pourcentage volume. Il y a encore des exceptions pour des types de produits. Donc, par exemple, les produits non transformés ou soumis qu'à la maturation qui contiennent qu'un seul ingrédient, des eaux, soit des eaux nature, soit avec du gaz ou des arômes, des plantes aromatiques, des épices ou des mélanges, les sels et les succédaniers de sel, les édulcorants de table, les cafés, des infusions et les thés et les vinaigres. Également les arômes, les additifs alimentaires, les auxiliaires alimentaires, la gélatine, les substances de gélification, les levures et des gommes à mâcher. Puis il y a encore une exception sur base de votre société. Et donc, la législation décrit que les denrées alimentaires fournies directement par le fabricant en faible quantité au consommateur final ou établissement de détail local. Faible quantité, c'est quoi? Donc, la législation parle que de faibles quantités, mais puis il y a défini dans des autres textes que les faibles quantités, ça veut dire des micro-sociétés. Donc, il y a quelque part aussi une législation qui définit c'est quoi une micro-société ou un atelier ou un producteur où il y a au maximum 4 personnes occupées. Donc, ça, c'est pour définir les faibles quantités. Donc, si vous répondez à ces exigences-là, ce n'est pas obligatoire de mettre la déclaration nutritionnelle sur votre emballage. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien permis. Et donc, c'est à vous de voir est-ce que je le mets ou pas. Voilà, donc ça, c'était en gros l'étiquette. Il y a quand même pas mal de points d'attention. J'espère que j'ai pu l'expliquer un peu clairement pour vous.
Avant de passer à la DLC DDM, je vais vite encore une fois voir pour les questions. Pour le lait, je ne sais pas le dire par cœur, je ne l'avais pas vu dans la législation initiale, mais on va rechercher, on revient vers vous. Je ne sais pas si vous avez mis une adresse mail, sinon Kevin va le noter, on revient vers vous par mail avec la réponse. Ah oui. Ça, c'est mis dans le slide. Ça, je vais... OK. Voilà. Donc, on passe maintenant au prochain sujet. Donc, c'est vraiment DLC DDM. Donc, on a déjà vu que c'est obligatoire de mettre la date limite de consommation sur votre étiquette ou la date durabilité minimale. Je vais je vais parcourir avec vous les principes, comment on peut déterminer la date limite de consommation ou la DDM et quels sont les points d'attention qui vont avec ce thème. Donc, ce qui est quand même important de savoir, la date limite de consommation ou la DDM, mais surtout la date limite de consommation, c'est valable pour la combinaison d'une recette, les ingrédients, le processus de fabrication et l'emballage. Dès qu'on change une des quatre après détermination de la date limite de consommation, il faut revalider cette date limite de consommation. Parce que les quatre points peuvent influencer la date limite de consommation. Je vais prendre 4 catégories de produits. Donc, j'ai essayé un peu de voir pour les types de produits. Donc, pour moi, il y a en gros 4 types de produits. Donc, il y a les produits stérilisés, les produits pasteurisés, les produits frais, les produits secs ou très stables. Donc, pour les produits stérilisés, on ne va pas faire une date limite de consommation parce que là, on utilise la date durée minimale. Et là, on va utiliser ou on va faire un test de stabilité. Donc, ça veut dire qu'on va juste vérifier est-ce que la stérilisation a été bien effectuée. Si oui, OK, on peut considérer le produit comme un produit stable. Des produits pasteurisés peuvent être consommés un peu plus long que des produits frais en général, mais quand même, il y a un risque de développement des micro-organismes dans ce produit. Donc, pour ce type de produit-là, en général, on lance un projet date limite de consommation et j'explique plus tard comment on fait ce projet. Les produits frais, la même chose. Donc là, également, on doit lancer un projet date limite de consommation. Et pour les produits secs ou très stables, je pense par exemple aux pâtes ou du riz sec. C'est juste une analyse ponctuelle pour quand même voir que la qualité de votre produit est quand même répond aux exigences. Quand on parle de la pasteurisation ou stérilisation, quand même un grand point d'attention, on parle toujours de la température à cœur. Donc, ce n'est pas parce que votre étuve a atteint la température de 72 degrés que votre produit à l'intérieur et surtout la cœur de votre produit a atteint la température nécessaire pour la pasteurisation ou la stérilisation. Donc, pour une pasteurisation, on parle de plus ou moins 72 degrés, donc ça peut varier. Et le cœur de votre produit doit atteindre le 72 degrés. Et c'est qu'à ce moment-là, on peut commencer à mesurer le temps nécessaire pour pasteuriser le produit. La même chose pour la stérilisation. Là, on parle des températures de au moins 120 jusqu'aux 130 degrés. Donc, c'est vraiment la température à cœur de votre produit qui est important. Donc, si nécessaire, mettez dans un produit où vous laissez le couvercle ouvert, vous mettez un thermomètre pour voir à quel moment est-ce que j'atteins la température à cœur de mon produit, ce qui est quand même très important. Un autre conseil ou un point d'attention pour la pasteurisation et la stérilisation, et surtout pour la pasteurisation,
ce qui peut prolonger votre date limite de consommation, c'est d'appliquer le choc thermique. Et donc, dès que vous avez atteint la température à cœur et vous avez pasteurisé, ne pas laisser refroidir à l'aise. Maintenant, il faut appliquer un choc thermique, donc refroidir au plus vite possible, par exemple, dans un bain avec de l'eau et des glaçons, parce que comme ça, on peut tuer quand même encore un peu plus des germes. En principe, avec une stérilisation, on va tuer presque toutes les germes ou toutes les germes. Avec une pasteurisation, on va tuer la plupart des germes. Donc, ça veut dire qu'il y aura encore toujours des germes présents dans votre produit. C'est pour ça qu'on doit mettre une date limite de consommation et pas une date de durabilité minimale. Et avec le choc thermique, on peut encore réduire la quantité de germes vivantes après la pasteurisation. Donc, ça ne coûte rien d'appliquer le choc thermique. Donc, c'est quand même un quick win pour prolonger votre date limite de consommation. Quand on parle maintenant de la DLC, donc date limite de consommation, donc pour les produits frais ou des produits pasteurisés, comment on va les déterminer? Donc, c'est vraiment un projet spécifique. On va le faire via des analyses, mais ce n'est pas toujours obligatoire, mais c'est quand même de façon le plus correcte, je crois, pour déterminer la date limite de consommation. On va le faire en temps réel, donc on ne va pas faire une accélération du projet. On va le faire sur différents emballages et on va le faire sur différents moments. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Comment on va faire un test de stabilité, un test de stérilisation. Donc, on va vous demander de nous apporter 3 emballages du même lot. On va conserver un emballage à température ambiante, un emballage à température 37 degrés et l'autre emballage à 55 degrés pendant une semaine. Après une semaine, on va comparer l'aspect des 3 emballages, le pH, l'odeur, et si les 3 emballages ne dévient pas trop l'un avec l'autre, on peut considérer que le produit est stable et que la stérilisation s'est bien effectuée. Donc, à partir de ce moment-là, le produit est stable et on peut mettre la DDM sur l'emballage. Pour le DLC, comment? On va utiliser donc DLC, date limite de consommation, produits frais, produits pasteurisés. On va utiliser des critères qu'on retrouve soit qui sont fixés par l'Europe, qui sont toujours traduits alors dans les critères AFSCA. Parfois, l'AFSCA a encore des critères supplémentaires. Si on ne retrouve pas de critères européens ou AFSCA, on va chercher dans un livre de référence de l'Université de Gand qui a quand même pas mal de types de produits repris dans ce livre. Si on ne trouve pas là, il y a un texte de référence du Grand-Duché de Luxembourg avec des critères. Si on ne trouve rien dans les 3 points précédents, on va aller chercher ailleurs ou on va combiner des critères. Donc, pour quand même avoir une idée, quels critères est-ce qu'on doit appliquer avant de pouvoir dire que votre produit est encore en conformité ou encore apte à être consommé. Avant de pouvoir lancer le projet date limite de consommation, on a quand même besoin de quelques informations de votre part. On a besoin de la recette et les ingrédients, parce que sur base de la recette et des ingrédients, on va voir quels sont les critères à appliquer. Donc, par exemple, on va aller voir dans l'AFSCA ce qu'on doit appliquer ou dans le livre de l'Université de Gand. Donc, pour ça, c'est très important d'avoir la recette et les ingrédients principaux. L'emballage peut influencer également la DLC. Un sac papier comparé avec une bouteille en verre, c'est une grande différence point de vue conservation et va influencer la date limite de consommation. Façon de préparer également. Est-ce qu'on peut considérer que le produit a été plus ou moins pasteurisé? Est-ce que c'est vraiment un produit frais? Est-ce que vous avez mis en emballage après la pasteurisation ou est-ce que vous avez fait la pasteurisation dans l'emballage final? Ça change beaucoup.
Et de préférence, on aime de savoir déjà de votre part quelle est la DLC estimée ou souhaitée. Estimée, ça veut dire sur base de vos propres expériences avec le produit. On suppose que vous êtes maître et expert de votre recette, donc on aime bien écouter votre expérience avec le produit. Peut-être que vous avez déjà conservé un emballage pendant 2 mois chez vous et après 2 mois, c'était encore très bon point de vue aspect goût, odeur. Ben, on peut déjà utiliser ça comme orientation pour dire, OK, peut-être qu'on peut aller jusqu'aux 2 mois pour faire un projet date limite de consommation. Si vous n'avez pas cette expérience, on peut toujours aller voir qu'est-ce que la concurrence met sur le produit, des produits comparables. Donc, comme ça, on a aussi une idée combien de temps est-ce que ça peut être conservé. Et c'est quand même aussi intéressant que vous communiquiez quelle est la DLC souhaitée. Ça ne sert à rien de faire un projet DLC de 6 mois si vous êtes déjà content ou votre client a besoin que 3 mois. Ça va quand même jouer un rôle dans les coûts et dans la durée du projet DLC, bien sûr. Comment on va le faire? Donc, sur base de votre recette, sur base la procédure, comment vous avez fait la production, sur base de l'emballage, on va aller voir dans les critères ou la législation quels sont les paramètres à tester. Donc ici, on a un exemple d'un produit, donc cooked chilled foods, donc un produit qui a été chauffé ou qui a été cuisiné et puis refroidi et qui est susceptible à être contaminé par après. Par exemple, comme on a fait la préparation et puis qu'après on l'a mis dans les emballages. Donc là, il y a un risque de contamination. Donc là, on a quand même pas mal de paramètres. Donc, vous les voyez ici dans les colonnes. Donc, de GT jusqu'aux les moisissures. Donc, ça veut dire qu'on fait 2, 4, 6 et 11, ou si j'ai bien compté, 11 paramètres à faire. Puis, on va voir, OK, ici, par exemple, le client souhaitait plus ou moins 3 semaines de date limite de consommation. Donc, ça veut dire que J+1, J+0 pour nous, c'est le jour de production. Donc, on va essayer de déjà faire une analyse juste après la production jusqu'à la date limite de consommation souhaitée. Pourquoi on fait une analyse directement? Ben, pour nous, c'est quand même intéressant de savoir, juste après la production, est-ce que le produit est déjà conforme? Si le produit n'est pas conforme pour commencer, ben, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et on sait qu'il y a quand même un souci avec la production et on sait qu'on doit changer quelque chose dans la production. Donc, puis, on va faire une analyse chaque X jours. Pourquoi on fait pas que l'analyse à la fin de DLC, donc à 22 jours? Oui, ça coûtera moins, ça c'est vrai. Mais si on tombe sur jour 22 et on fait une analyse et les résultats sont plus conformes aux critères, on a mis les critères d'ailleurs ici au-dessous de chaque colonne. Si les résultats ne sont pas conformes à une ou plusieurs critères à ce moment-là, ben, on ne sait pas quelle est la date limite de consommation. On sait que la date limite de consommation, ce n'est pas après 22 jours. C'est pour ça qu'on aime bien de faire des analyses intermédiaires. Donc, par exemple, ici, après 8 jours, après 13 jours, 15 jours, 17 et 20 jours. Comme ça, on fait, après 8 jours, une analyse. Si les analyses ou les résultats sont encore conformes, on continue. On continue jusqu'au jour 13. Si c'est encore conforme, on continue jusqu'au jour 15. Et comme ça, on continue jusqu'au 17. Supposons, par exemple, après jour 20, les analyses sont plus conformes, on arrête les analyses et la date limite de consommation, c'est la dernière date où les analyses étaient encore en conformité avec les critères. Donc, dans ce cas-ci, c'est jour 17. Qu'est-ce qu'on voit encore dans ce tableau? Donc, qui est quand même important à savoir. Si le produit doit être conservé dans le frigo, on va le conserver chez nous dans le frigo à 4 degrés, mais pas pendant toute la durée de la conservation. On va le conserver pour 1/3
de la durée de conservation à 4 degrés et 2 tiers à 8 degrés. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on a l'emballage, pardon, je ne peux pas cliquer dedans. Donc, si par exemple, l'emballage qui doit être analysé à jour 15, on va le conserver les 5 premiers jours à 4 degrés et les 10 derniers jours à 8 degrés. Pourquoi? Comme ça, on va quand même simuler le fait que les consommateurs ne vont pas toujours respecter la chaîne froide de votre produit. Ça commence déjà dans le magasin. Ils vont le mettre dans la voiture et pas tout le monde a mis un frigo box dans la voiture. C'est pas toujours directement mis dans le frigo à l'arrivée à la maison. Donc, comme ça, on a une sorte de worst case scénario pour quand même vous protéger parce que c'est quand même vous qui êtes responsable de la qualité microbiologique de votre produit. Quand vous mettez une date limite de consommation de 22 jours sur votre produit, c'est vous qui, c'est parce que vous garantissez une bonne qualité microbiologique jusqu'aux 7 jours-là, à condition que les consommateurs respectent les conditions de conservation. Je crois que j'ai déjà dit le plus important de ce slide-ci. Donc, dès qu'on lance une date limite de consommation, ça peut toujours, donc un projet pour cette date limite de consommation, c'est toujours possible qu'après les premiers résultats, qu'on vous propose de changer le planning. Donc, ça veut dire, si par exemple, on voit que c'est nickel, donc les résultats, c'est top, on trouve vraiment pas de germes, rien, peut-être qu'on peut réduire le nombre d'analyses qui sont prévues. Par exemple, ici, on a premier jour, 8 jours, 13 jours. On peut peut-être proposer, on va faire la prochaine analyse qu'après 10 jours et puis après 15 jours, comme ça, on gagne une analyse, donc il faut moins payer. Pour vous faire moins payer également, on va aussi pas faire toujours toutes les analyses. Donc, comme si vous avez bien remarqué ici, il n'y a pas toujours les croix dans chaque colonne. Donc, ici, dans cet exemple-ci, on fera une analyse complète la première fois. La deuxième fois, on va faire une analyse intermédiaire avec que quelques paramètres types. Et puis, la prochaine fois, de nouveau, une analyse complète. Comme ça, on évite les frais pour vous d'avoir, comme ça, à la fin, vous payerez moins cher, mais on maintient quand même la qualité de votre produit ou on a quand même une bonne veille de la qualité microbiologique de votre produit. Donc, on peut changer en fonction des premiers résultats le planning. Donc, ou bien quand votre produit est déjà nickel après les premières analyses, on va un peu prolonger ou enlever une analyse prévue. Par contre, si on voit quand même que la charge microbiologique au début, c'est quand même significatif au début, et parfois on ne va pas risquer d'attendre 8 jours pour la prochaine analyse, parce que si là, on n'est plus en conformité avec les critères, on n'a rien comme date limite de consommation. Donc, en fonction des résultats, on va voir avec vous d'adapter le planning proposé. En cours de route, on valide donc le temps passé. Pour des DLC assez brefs, c'est plus ou moins logique, c'est normal. Ce que je veux dire est que si par exemple, on souhaite une DLC de 6 mois et c'est votre premier produit que vous voulez mettre sur le marché, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement attendre 6 mois avant de pouvoir vendre votre produit. Je sais qu'au début, il n'y a pas encore des recettes, donc le plus vite les recettes entrent, le mieux pour le client ou pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on va vous dire, OK, si par exemple, on estime 6 mois pour un produit, basé sur votre propre expérience et basé sur, par exemple, la concurrence dans les magasins, on peut déjà commencer à mettre 2 mois ou 3 mois sur votre emballage et vendre déjà votre produit avec un DLC réduit. Et entre-temps, on lance le projet DLC et à chaque fois qu'on dépasse 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut adapter la DLC en fonction de ce qu'on a validé à ce moment-là. Donc, par exemple, après 4 mois, les résultats sont encore bons.
vous pouvez dorénavant mettre 4 mois comme DLC sur votre emballage au lieu des 2 ou les 3 mois initiaux. Ce qui est également important pour le planning ou pour le projet DLC est qu'on va uniquement faire des analyses point de vue microbiologique. Donc, ça veut dire que nous allons juste vous donner une conclusion, une interprétation de la qualité microbiologique de votre produit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas trop de germes ou trop de pathogènes dans votre produit? C'est le client qui est responsable pour l'aspect organoleptique. Donc, ce n'est pas nécessairement quand nous avons validé la DLC sur 2 mois que l'aspect organoleptique est encore acceptable après 2 mois. Donc, c'est à vous de voir si après 1 mois, vous trouvez que le saveur n'est plus comme il faut ou l'aspect dans la bouche n'est plus comme il faut, alors il faut prendre ça comme DLC et pas notre DLC de 2 mois que nous avons validé avec des tests microbiologiques. Il faut savoir que les clients, en gros, ils ne vont pas le remarquer quand il y a trop de germes dans le produit, ils ne vont pas le goûter, je veux dire. Mais dès que vous vendez quelque chose où l'aspect organoleptique n'est plus acceptable, ils ne vont plus jamais acheter votre produit. Donc, c'est quand même fort important de veiller ça vous-même. Faites surtout attention sur les produits, avec des produits riches en graisse, parce que là, il y a un risque d'oxydation et d'une odeur ou un goût ronce. Par exemple, les produits avec beaucoup de cacahuètes ou des autres noisettes ou des noisettes, là, ce sont quand même des produits à risque pour ça. Donc, quand le projet DLC s'arrête quand, donc, ou bien on a atteint la DLC souhaitée et pour le client, c'est bon, on arrête. Donc, le client est content, on a une DLC de 6 mois ou de 3 mois. Ou bien on s'arrête quand les résultats microbiologiques sont plus conformes. Donc, dès qu'on atteint un moment, un jour où les résultats sont plus conformes, on arrête. Ça ne sert à rien de continuer. On ne va pas facturer le client pour des infos inutiles à ce moment-là. Ou quand le client, donc vous, nous dites que l'aspect organoleptique n'est plus acceptable. Donc là, ça ne sert à rien de continuer le projet non plus, comme le saveur, odeur n'est plus acceptable. On a quelques conseils encore à vous partager et avec ces conseils-là, je réponds tout de suite à une question, je vois. Donc, on vous conseille de surveiller vous-même la qualité organoleptique. Comment on peut faire ça? Si, par exemple, nous proposons dans notre planning des jours d'analyse, conservez vous-même aussi à ce moment-là les emballages chez vous. Et quand il y a une analyse prévue chez nous, ouvrez aussi un emballage, allez voir l'aspect de votre produit, sentir, goûter, voir est-ce que c'est encore OK ou pas. Et comme ça, vous faites en parallèle un projet organoleptique avec nous pour les analyses microbiologiques. On vous conseille aussi de conserver un emballage de chaque lot vendu chez vous. Si jamais il y a un consommateur qui dit « Ah, je suis tombé malade à cause de votre produit », ça peut être intéressant d'avoir encore un emballage chez vous pour démontrer qu'il n'y a rien que la qualité de votre produit est conforme. Vous pouvez toujours mettre une date limite de consommation plus courte. Oui, donc ça c'est bien possible et donc c'est légal. Hein. On peut, mais on n'aime pas, quand même pas trop si vous mettez une date limite de consommation plus longue. Donc là, on va dire, il ne faut pas le faire. Nous ne savons pas le contrôler. C'est vous qui décidez. Mais il n'y a rien alors qui va vous protéger s'il y a une plainte de quelqu'un qui est tombé malade. Si par exemple l'AFSCA vient vous voir, il y a quelqu'un qui est tombé malade, comment est-ce que vous pouvez démontrer que la DLC sur votre emballage, c'est une DLC réelle et pas trop inventée? Alors, c'est à vous de vous protéger.
Donc, on ne conseille pas de mettre un DLC plus long que ce qu'on a trouvé via des analyses. Voilà. Puis, vous pouvez le mettre en vente. Donc, là, il y a quand même quelques points que vous ne pouvez pas oublier. Et donc, dès que vous faites un changement de votre recette, votre emballage, les ingrédients ou je ne sais quoi, en fait, il faut revalider la DLC. Ce n'est pas nécessairement tout un projet de A à Z, mais ça peut être suffisant de juste valider un produit à la fin, date limite consommation. Comme ça, on revalide la date limite consommation. Parfois, ou dans pas mal de cas, c'est obligatoire ou l'AFSCA demande de tester la potabilité d'eau microbiologique et chimique de votre atelier de production. N'oubliez pas de faire des analyses ponctuelles qui cadrent en général dans le plan HACCP. Donc là, ce n'est pas parce que vous avez fait une fois une analyse microbiologique pendant un projet DLC, par exemple, que la qualité microbiologique de votre produit est maintenue mois par mois par mois. Non, il faut faire de temps en temps des analyses ponctuelles pour voir si on maîtrise bien le processus et la qualité microbiologique est bien maîtrisée. C'est quand même conseillé de faire de temps en temps un contrôle de vos ingrédients ou des produits primaires pour quand même voir que vous partez déjà avec des produits de qualité. Et si nécessaire, dans les plans HACCP ou les plans autocontrôle, c'est bien possible qu'il y a des autres analyses qui sont nécessaires. Et donc ça, vous voyez dans les plans autocontrôle ou HACCP. On n'est pas les seuls qui sont là pour vous aider. Donc, vous pouvez toujours faire appel à nous pour du support, des avis, des conseils, des analyses, des interprétations. Donc, nous sommes là, donc brucefo.brussels. Si vous avez besoin d'aide dans les premières démarches de votre projet, donc point de vue administration, il y a le 1819.brussels. Là, ils vont vous aider avec l'établissement de votre business plan, par exemple. Nous faisons partie du service public régional de Bruxelles, de l'administration Bruxelles Économie et Emploi. Là, on a des collègues qui font que donner des subsides, donc des subventions. Vous trouvez toutes les infos via pimspme.brussels. Il y a par exemple des primes ou des subventions pour des achats ou des investissements, mais également pour la consultance. Donc, c'est quand même fort intéressant. Donc, ils ont aussi un dépliant comme celui-ci, mais toutes les informations de ce dépliant sont en ligne. Il y a même un petit widget pour vous orienter vers quelle prime vous auriez droit. Si vous comptez de mettre quelque chose sur le marché qui est bio, il y a nos collègues de la cellule agriculture qui sont disponibles. Donc, j'ai mis le lien vers le site web également. Donc, économieemploi.brussels/bioproduction-vente. Mais en tout cas, notre site web, donc brucefo.brussels, pme.brussels, font tout partie du même site web global. Donc, économie-emploi.brussels. Et comme j'ai déjà mentionné tout au début, donc j'ai vu que nos collègues de Brufotech, qui sont d'ailleurs dans le même bâtiment aussi, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est AFSCA, HACCP. Donc, eux, ils peuvent vous aider également. Voilà, si vous avez encore des questions, vous pouvez encore les poser via le chat, donc via le webinaire aujourd'hui, ou bien par après via info@brucefo.be et on va essayer de vous répondre au plus vite possible. Voilà, je suis arrivé à la fin de la présentation. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Merci Jürgen, en tout cas, un grand merci pour la présentation. Et je vous laisse tous encore pour vous poser vos questions. Vous pouvez allumer aussi votre micro et poser vos questions oralement si vous souhaitez. Je pense que tu étais très clair. Apparemment, oui.
Ou bien tout le monde s'est endormi. Peut-être que c'est ça. Non, 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 pas du tout. Ah, je vois encore une question. Ok, on va vite voir. Est-ce que vous avez une liste de produits avec dénomination légale? Par exemple, sirop, confiture, etc. Je n'ai pas chez moi pour l'instant, on peut toujours aller voir. Donc, il y a déjà des catégories globales qui sont reprises dans la législation, mais je veux bien voir avec la personne concernée si vous êtes dans ce cas-là. Donc, si vous voulez mettre la question et l'adresse mail, comme ça, on fait les recherches et on revient vers vous via mail alors. Il y a deux autres questions. Ils sont un peu longues, donc je vais te laisser les lire. Ok. Okay. Donc, ouais. Donc les questions café, en effet, on a les reçues, donc on va les répondre. Il y a déjà une question qu'on a répondue entre-temps, donc peut-on mettre la DLC moins longue que la date légale? Les autres, on va revenir vers vous via mail concernant le café. Quelles sont les conditions pour ne pas mettre d'étiquette du tout, ni aucune mention sur une bouteille on va remplir directement d'un fou devant le client, bien pré-rempli juste avant. À mon avis, il faut juste pouvoir communiquer les allergènes au moment de la vente parce que c'est considéré comme la vente directe. Donc pour moi, c'est que les allergènes à ce moment-là. Donc pour les cafés, donc oui. Est-il légal de mettre un DLC de 3 ou 6 mois au lieu de 1 an? Oui, donc ça on a déjà répondu. Ok. L'enjeu pour les cafés, donc c'est plutôt la fraîcheur, pas nécessairement la sécurité santé publique. Il faut juste voir pour la fraîcheur à mon avis. Donc, oui. Va-t-il passer de 2 ans au lieu de 1 an? On va voir. N'oubliez pas que pour le café, il y a quand même un arrêté royal sur vraiment les critères chimiques du café. Donc là, il y a quand même pas mal d'exigences point de vue chimique pour le café. Donc, je veux bien vous envoyer la référence. Oui, ok. Je crois qu'entre-temps, on a déjà répondu tout. Je vois que il y a encore une... Mais entre-temps, mon back-office est en train de noter les questions où on va revenir vers vous. Très bien, mais je pense qu'on va clôturer alors le workshop. J'ai une question. Encore une fois, un grand merci à tous les participants. Vous allez donc recevoir la présentation PowerPoint et on va publier le webinaire sur notre site. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Jürgen et son équipe directement via l'adresse mail qui est affichée sur l'écran. Voilà. Er is nog één vraag, zie ik. Ja. Als je die misschien nog even kan beantwoorden, Jurgen. Ja. Als we het echt heel nauwkeurig willen doen, zou ik zeggen, ja, ik zou eventueel een keer hervalideren, maar gewoon op het einde van uw DLC. Maar het hangt er ook vanaf hoe dat je tomaten gebruikt. Als je ze eerder rauw gebruikt, misschien is het wel belangrijk om daar een keer uw microbiologische kwaliteit te bekijken. Is uw recept echt met pasteurisatie of sterilisatie, zal het iets minder belangrijk zijn. Dus ja, als we katholieker willen zijn dan de paus, ik zou zeggen, ja, opnieuw valideren, maar even zien hoe dat de omstandigheden zijn en dan denk ik dat dat eigenlijk wel moet meevallen. Dus gezien de persoon in kwestie atheïst is, zal het zonder extra validatie zijn, ja. Ok, alors on va clôturer avec cette dernière question le workshop.
et j'espère de vous revoir tous à un prochain webinaire du Rabat. Actuellement, on n'a pas de nouveaux webinaires qui seront planifiés, mais on reviendra sans doute vers vous dans le mois de septembre. Voilà, bon après-midi. Bon après-midi.